J'ai fait un petit trajet jusqu'à la côte de Nacre, si on peut dire. Bon, c'est vers Bayeux plutôt. Et voilà, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme monument de la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai partagé ça dans cette vidéo. Donc voilà, une vidéo qui change d'habitude. Ma foi, pas forcément VE, mais bon, plutôt historique pour le coup. Avec ces espèces de batteries, hein, comme c'est appelé. Donc là, c'était à Longues-sur-Mer, ça s'appelle. Oui, oui, c'est vraiment le nom de la ville, hein, Longues-sur-Mer. Donc voilà, c'est au nord de Bayeux, grosso modo. Voilà donc ce qu'il y a à trouver, des espèces de blocos avec donc des batteries anti-aériennes de défense des Allemands, évidemment à l'époque. Spectacle historique, hein, vraiment, j'avais jamais vu des trucs pareils, hein. Il y avait pas mal de monde, même s'il faisait froid, il y avait du vent et tout, mais il y avait beaucoup d'anglais aussi notamment. Donc ouais, impressionnant ces installations quand même, il faut le dire. Nom de Dieu, cette installation quand même. C'est impressionnant. Je pense qu'il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie, je pense, pour se rendre compte du truc que c'était, quoi. Et ça, c'était il y a 80 ans que ça servait, ces trucs-là, quoi. Donc, je sais pas s'ils ont descendu beaucoup d'avions américains ou plutôt anglais d'ailleurs, mais je sais pas. Dur à dire. Mais ouais, impressionnant en tout cas ces installations. C'est clair et net. Il y en a plein, hein, de toute façon, tout au long de la côte caennaise, des trucs comme ça, donc ma foi, si vous voulez passer votre été à faire ça, faites donc, hein. Vous aurez de quoi faire. Alors chaque casemate, ces espèces de bunkers, nécessite 600 mètres cubes de béton et 4 tonnes d'armature métallique. Large de 10 mètres et profond de 15 mètres avec des murs épais de 2 mètres. Chaque casemate a nécessité pour sa construction donc 600 mètres cubes de béton, 4 tonnes d'armature métallique. De type M272, les casemates de Longue-sur-Mer comprennent une chambre de tir avec sa piste d'artillerie et des soutes à munitions. Une fosse juste derrière l'affût de canon recueille les douilles vides. Un système de ventilation permet d'évacuer les gaz nocifs lors des tirs. Ça devait faire un boucan. Je suis pas sûr qu'ils avaient des casques sur les oreilles, hein, pour le boucan que ça faisait, quoi, quand ils tiraient. Des ouvertures latérales dans les murs servent à élargir l'angle de tir. La visière à redans protège les projectiles. Les casemates sont en partie enterrés sous une épaisse couche de terre afin d'absorber les ondes de choc des tirs ennemis. L'ensemble est sous des filets de camouflage fixés à des crochets en fer que l'on aperçoit toujours. Des peintures de camouflage visent à fondre les casemates dans le paysage. Les canons de Longues-sur-Mer sont ainsi bien protégés des bombardements aériens. Chaque casemate accueille un canon de marine de type 15 cm, TBTS KC-36, je sais pas ce que ça veut dire, conçu en 1936 par la société Krupp pour les bâtiments légers de la Kriegsmarine. Un certain nombre de ces canons vont équiper comme ici des batteries du mur de l'Atlantique, protégées par un masque blindé enveloppant les canons, avec leurs tubes de plus de 7 mètres de long, pèsent près de 20 tonnes. Avec leurs obus de 45 kilos, l'obus déjà il fait 45 kilos, bon tu peux pas le soulever tout seul déjà, leur cadence de tir de 6 coups à la minute et leur portée de 19,5 km. Pouah la vache. Les 4 canons de Longues-sur-Mer sont une menace majeure pour la flotte du débarquement. Ils ont une portée de 20 bornes quasiment. Bon, par contre, je comprends pas comment ils faisaient pour viser à 19 km de loin, mais bon, ça c'est encore autre chose. Dès janvier 44, des avions d'observation alliés prennent des photographies aériennes de Longues-sur-Mer pour maintenir l'effet de surprise et le secret sur le lieu du jour J. La batterie est uniquement bombardée à quelques semaines du débarquement dans la nuit du 5 au 6 juin. Les bombardiers lourds alliés coupent le système de transmission entre le poste de direction de tir et les casemates, mais à l'aube de l'assaut, les canons de Longues-sur-Mer ne sont pas détruits. Le 6 juin au matin, un terrible duel d'artillerie s'engage entre la batterie et les forces navales alliées positionnées au large. Les canons allemands ouvrent le feu sur les cuirassés, croiseurs et destroyers. Pris sous le feu de la batterie, le HMS Bulolo doit se replier hors de la portée de tir des tirs de Longues-sur-Mer.
Plusieurs navires, dont l'Arkansas avec ses 12 canons de 305 mm, mais aussi l'Ajax, le Montcalm ou le George Lake, ripostent. En fin d'après-midi, après avoir fait feu plus de 110 fois et subi des dégâts considérables, la batterie se tait définitivement. C'est incroyable. Le matin du 7 juin, encore sous le choc des bombardements et sans avoir, selon les sources, touché aucun navire allié, la garnison se livre au 2e bataillon du Devonshire Régiment, débarqué la veille sur Gold Beach. 120 soldats allemands sont faits prisonniers. Alors, je noterai quand même qu'ils ont touché aucun bateau, hein. Donc, niveau précision, on repassera, quoi, hein. La batterie de Longue-sur-Mer fut engagée très tôt dans la lutte contre les forces navales alliées. Donc, c'est ce que vous avez vu en début de vidéo, du coup. Elle ouvrit le feu pour la première fois à 5h37, c'est-à-dire 20 minutes avant le lever du soleil. Ah bah, pour la précision, c'est encore pire, du coup. Dans la nuit, hop, tu tires au pif. 10 gerbes s'élevèrent à proximité du destroyer USS Emmons. De plus, la batterie prit pour objectif le cuirassé Arkansas, qui soutenait de son feu le secteur d'Omaha. La distance de ce dernier objectif ne devait pas être inférieure à 17 km. Le cuirassé riposta avec 20 obus de 305 mm et 110 de 127 mm. La batterie cessa le feu et pointa ses canons vers l'est. Bah, juste, je serais curieux de voir, en remontant le temps, bon, c'est impossible, hein, mais juste voir comment ça se passait en vrai, quoi. Après, tu reviens en 2025, hein, par contre, peut-être pas déconner non plus, hein. Donc là, voilà, vidéo supplémentaire où on voit bien ces fameuses batteries. Alors ensuite, je suis passé à Bayeux, voir un peu le musée mémorial. Moi, je suis pas rentré dedans parce que c'était fermé. Du coup, au moment où je suis passé, alors à noter que c'est payant, hein, c'est 7,50 € pour ceux qui voudraient aller voir. Mais j'ai pu voir des tanks à l'extérieur déjà. Et pareil, il y avait des petits panneaux, hein, pour décrire les machines présentes. Donc, bah, écoutez, on va regarder. Alors, ce premier char affiché a été produit dans les usines Skoda. Production 4 mars 1944 à 11 mai 1945. 2827 exemplaires. 4 hommes d'équipage. 6,38 m de long. 2,63 m de large, 2,17 m avec la mitrailleuse. Garde au sol 42 cm. Assez bas finalement. Masse 15 tonnes 8. Assez léger pour le coup. Blindage 8 à 60 mm. Canon de 75 mm. En arme principale, arme secondaire mitrailleuse MG 34. Rien à voir avec, je pense, la marque. Ah, quoique, MG, je sais pas. Je sais pas, à voir, à potasser, mais... Moteur essence, 158 chevaux seulement. En même temps, il n'est pas très très lourd. 40 km/h en vitesse sur route, 177 km d'autonomie sur route et 320 litres de carburant en réserve. Ce qui, on va le voir plus tard, est pas la pire conso, mais c'est pas la meilleure non plus. Mais bon, le deuxième est encore pire, hein. Vous allez voir, la conso, c'est effarant. Ce char allemand est un Jagdpanzer, chasseur de chars surnommé Hetzer. Il possède son moteur d'origine à essence, ainsi que tous ses marquages allemands. Du canon à sa caisse, créé sur la base du char tchécoslovaque Skoda LT-38, il est conçu pour être rapide, économique, une grande capacité de dissimulation et une puissance de feu importante. Armé d'un canon de 75 mm et sur le toit d'une mitrailleuse MG télécommandée de l'intérieur de l'habitacle, il est reconnu comme l'un des plus performants tueurs de chars de la guerre, mais de création trop tardive pour inverser le cours de l'histoire. À la fin du conflit, l'arme tchèque récupère près de 400 Hetzer, dont un certain nombre sont ensuite vendus à l'armée suédoise, puis 158 exemplaires à l'armée suisse, qui les utilise jusqu'au début des années 70 sous la dénomination Franz Jagger G13. Son utilisation lors des derniers combats de la bataille de Normandie, bien que très probable, reste un sujet de discussion pour les spécialistes. Bon, ça après, voilà. C'est pas mal niveau look. On dirait presque un char autonome sans personne dedans, quoi. Vu comme il est designé et puis conçu, c'est étonnant. Alors ça c'est un canon, voilà, qu'on vient de voir. Production 1933, calibre 105 mm, longueur du canon 6,84 m, poids de l'obus 15 kg quand même. Ça reste plus léger que les trucs d'avant là. Vitesse initiale 880 mètres secondes. Portée maximale de tir 15 000 mètres, donc 15 km en gros, avec un angle de 44 degrés, ou 10 km avec un angle de 80 degrés. Cadence de tir 12 ou 15 coups par minute.
Poids de la pièce en position de tir, 14 600 kg, 14 tonnes. Voilà, bon, pas mal. Ce type de double canon allemand, SKC-33 d'un calibre de 105 mm, destiné à compléter ou remplacer ses canons de 88 mm, est d'abord développé en 1933 comme arme anti-aérienne embarquée sur les croiseurs lourds de la marine du Reich. Dès 1940, il est adapté aux fonctions de défense terrestre anti-aérienne des villes et sites stratégiques de l'Allemagne, puis des territoires occupés à l'image des grands ports de guerre de l'ouest de la France. Il est alors décliné en de nombreuses versions sur affût, notamment en jumelage sous tourelle, blindé ou casemate en béton, comme on a vu précédemment. Cet exemplaire libre de toute protection et provenant de l'Orient dans le Morbihan a un parcours encore imparfaitement cerné. Après-guerre, certaines pièces se sont en effet employées au réarmement des navires de la Marine nationale sans qu'il soit possible de restituer précisément le parcours durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, vous avez la même chose en anglais. Allez, un petit tank. Voyons les caractéristiques de ce véhicule. Bon, c'est pas électrique ça. Hein. Constructeur Montréal Locomotive Works, octobre-décembre 1943, 188 exemplaires. Équipage 5 hommes, chef de char, tireur, chargeur, pilote et copilote. 6 mètres 12 de long, 2 mètres 65 de large, 3 mètres de haut. 30 tonnes. Blindage entre 38 et 89 mm. Canon de 75 mm. 2 mitrailleuses. Essence continentale. Le moteur R975. 400 chevaux, ça faisait. C'est pas si énorme, hein. Vitesse sur route, 40 km/h. Vitesse tout-terrain, 20 km/h. L'autonomie, 190 km sur route, 145 km avec un réservoir de 800 litres. Non mais la conso, on va la calculer, c'est pour rire, hein. Évidemment, la conso, bah alors là, ça va être stratosphérique. Alors, on va calculer la conso sur route, déjà. Bon, on va se contenter de ça, ça sera déjà pas mal. Donc, tu fais 796 divisé par 1,9. Ce qui nous donne une conso, tenez-vous bien, de 418 litres au 100. Voilà, bon. C'est un peu cher, hein. 418 litres au 100, bon. Ok, faut le traîner, le 30 tonnes, hein, quand même. Faut le traîner, hein, mine de rien. Mais 418 litres au 100, mais c'est un délire, c'est un délire. Ce char d'assaut de fabrication canadienne est un modèle très rare, baptisé Grizzly. Son aspect est très proche du célèbre tank américain Sherman, baptisé ainsi en mémoire de William Sherman, général de l'Union lors de la guerre de sécession. Équipé d'un moteur d'avion en étoile, il est issu d'une production économique et massive. Très peu utilisé durant la campagne de Normandie et la libération de l'Europe, le Grizzly fut surtout utilisé pour l'entraînement au Canada. Au vu des traces d'impact et de feu interne probablement intervenus lors de la campagne d'Allemagne, ce Grizzly a été équipé avec des éléments de blindés américains, tourelles, chenilles à patins, en caoutchouc élargi. Cet exemplaire est entré dans les collections de musées suite à la fermeture d'une base militaire américaine en Allemagne au début des années 90. Ok, bon, il y en a d'autres, hein. C'est pas fini. On va voir les autres chars. Du coup, on va voir ce que ça donne. Voilà, la décapeuse, c'est ça. C'est un gros truc que tu attaches à un gros camion, quoi. Tu le tractes et ça décape. Je sais pas comment ça marche exactement, mais bon. Bref. Lisons donc les caractéristiques générales de cette décapeuse. 2 tonnes 5, c'est pas si lourd. Capacité de 12,5 mètres cubes. Produite en 1942, 6 mètres 30 de long, 2 mètres 65 de large, 1 mètre 90 de haut. Cet engin de travaux publics est un scraper, ou décapeuse en français, fabriqué par l'entreprise américaine Bucyrus Ery. Dès 1935, l'entreprise conçoit des décapeuses avec des capacités de chargement allant de 3,5 à 17 mètres cubes. Le modèle ici est présenté est le S112, dont la capacité est donc 12,5 mètres cubes de terre, équivalent à près de 100 mètres cubes par heure. Fonctionnant grâce à un bulldozer qui le tire et permet de le mettre en action, le scraper a été conçu pour racler le sol, aplanir et répartir uniformément la terre. Débarqué sur les plages normandes dans l'été 44, ces engins furent principalement utilisés par les troupes du génie allié pour l'agencement des pistes d'atterrissage d'aérodromes. À Bayeux, ils furent également employés à partir du 18 juin 44 à la construction du premier périphérique de France, le bypass, dont le tracé est toujours visible. Intéressant. Après la guerre, comme beaucoup d'engins utilitaires, camions ou bulldozers, ce scraper fut réutilisé dans le domaine civil. Bon, tant qu'à faire, hein, ma foi, autant le réutiliser, oui.
c'est construit, autant s'en servir jusqu'au bout, quoi. Ma foi. Bon, alors, on a quoi d'autre? On a quoi d'autre à partir de là? Je crois qu'il y a un autre tank qui arrive. Voilà, c'est celui-ci. Alors, j'ai filmé hein, aussi, du coup. Et voilà la description de ce M10 tank destroyer. Production 1942, 706 exemplaires, beaucoup plus produit que l'autre. C'est General Motors qui l'a produit, tiens. 6,85 m avec canon, 3,05 m de large, 2,90 m de haut. Il est beaucoup plus massif que l'autre. Hein. 29,6 tonnes. Blindage 10 à 51 mm. Il est pas plus lourd que l'autre, par contre, il est moins blindé, je dirais. Mitrailleuse 50 mm en arme secondaire et arme principale, canon M1A1 76 mm, 54 obus. Le moteur fait 410 chevaux, diesel General Motors, Twin 671. Alors si c'est un diesel, il doit moins consommer, je pense. 45 km/h de vitesse de pointe, 320 km d'autonomie et 750 litres. Ouais, effectivement, il consomme moins. Bah, c'est logique, c'est un diesel hein, d'un côté. Donc, alors, on va calculer la conso. Oh, ça reste stratosphérique après, hein, mais bon, c'est pas 418 au 100 quoi. C'est 234, c'est presque 2 fois moins, finalement. Ce chasseur de chars américain est un tank destroyer, spécifiquement créé en 1942 par l'armée américaine afin de compléter et renforcer ses unités blindées par des bataillons anti-chars. Il est baptisé par les Britanniques Achille, Wolverine ou Slugger. Le modèle M10, produit à partir du tank Sherman M4, est reconnaissable à sa caisse aux angles inclinés à 40 degrés, protégeant l'équipage des obus déviés et à sa tourelle pentagonale à ciel ouvert. Pourtant, sur les champs de la bataille de Normandie, celle-ci reçoit bien souvent une protection rapportée par des tankistes eux-mêmes, très exposés à ce poste d'observation, parfois dotés d'une mitrailleuse. Ces aménagements improvisés vont de la simple toile de tente contre les intempéries jusqu'à la plaque de blindage contre les projectiles d'hiver. Ouais, pas sûr que la toile de tente protège beaucoup quand même. Une cadence de tir de 10 coups par minute, son canon était capable de percer des blindages de 120 mm à 900 mm. À 900 mètres. Ouais, pas mal quand même. Portée de 900 mètres, sympa. Ok. Bon, mon préféré arrive. C'est pas mon préféré celui-là. Mon préféré, c'est vraiment celui qui arrive ici. Ah, celui-là, il est stylé quand même. Le Crocodile Mark 7. Vauxhall Motors, donc produit au Royaume-Uni, du coup. 800 exemplaires, 5 hommes. Alors par contre, celui-là, 7,65 m de long, 3,25 m de large, hauteur 2,50 m, 40 tonnes. Blindage 16 à 152 mm. Canon ordonnance QF6 Pounder, ou c'est un peu compliqué. Armement secondaire, t'as un petit lance-flamme, hein, voilà, ou une mitrailleuse, voilà. 7500 cartouches, 7 mm 92. C'est un moteur essence de 350 chevaux, un peu moins puissant que les autres. 30 km/h en Vmax, 260 km d'autonomie. Sur route, 675 litres. Bon bah, il est pas, il y a pas beaucoup, il a moins d'autonomie que le diesel, mais en même temps c'est un essence aussi, c'est logique. Donc bon, il a plus d'autonomie quand même que le premier qu'on a vu. Ce char à lance-flamme britannique est un crocodile modèle Mark 7, créé sur la base du tank Churchill, versé à la 70e, 19e division blindée britannique. Il appartient aux nombreux modèles de chars spéciaux créés pour le débarquement du 6 juin 1944 et nommé Hobart Funise, le nom de l'ingénieur militaire commandant cette division. Conçu pour accompagner l'infanterie au rythme d'un homme en marche, il a des capacités de franchissement remarquables, malgré son faible canon, un blindage trop lourd pour sa motorisation un peu performante et sujette à de fréquentes pannes. Ce blindé, peu mobile, acquiert un renom terrifiant, craint de l'ennemi pour la puissance de son lance-flamme dantesque. Oh, incroyable. Monté à la place de la mitrailleuse initiale, son feu propulsé par du nitrogène comprimé peut cracher un jet enflammé sur une portée de 110 mètres de long en moins de 2 secondes. C'est incroyable, 110 mètres. Waouh. Alimenté par une remorque légèrement blindée de 14 mm, largable en cas de nécessité absolue et transportant 1800 litres de liquide inflammable. Alors par contre, ouais, c'est blindé, mais bon, 14 mm, c'est pas non plus un énorme blindage. Hein. Il pouvait produire jusqu'à 80 G incendiaires successifs. Le crocodile dont Winston Churchill disait ce tank encore plus de défauts que moi, servi dans l'armée britannique jusqu'en 1952. C'est incroyable, je savais pas du tout ça quoi. C'est fou quand même.
C'est fou. On espère qu'il n'y aura plus de guerre, en tout cas mondiale, comme il y a pu y avoir à l'époque. Parce que c'est vrai que tout ça, ça fait pas plaisir hein, quand même, hein. Ce sont des choses horribles. C'est un petit reportage, voilà, sur les trucs de guerre de Normandie qu'on pouvait trouver. Mais il y en a plein, encore une fois, à Caen, il y en a plein. Pareil, hein, des trucs, des musées, etc. Si vous voulez un jour, vous voulez aller en Basse-Normandie, allez-y, hein. Vous allez vous faire plaisir, hein. Si vous aimez l'histoire et tout, franchement, profitez. Bon, bah, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet, si ça plaît ou pas. Et à noter quand même que j'ai consommé 15 kWh au 100 pour y aller, 140 km, 2h30, donc c'était le trajet aller-retour, hein, donc voilà. Bah écoutez, ça fait un petit 56 de moyenne, pas trop mal. Température et du vent, donc voilà, c'est pas trop trop mal. Après, on sait que le Niro n'est pas le véhicule qui consomme le moins de l'histoire des VE, mais bon, c'est pas celui qui consomme le plus non plus, donc il est plutôt dans la moyenne basse, je dirais. Voilà pour ça, allez ciao.